Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les recettes ludiques. Aujourd'hui on attaque du bon gros jeu bien costaud comme on aime, et non, il ne s'agit pas d'un jeu de Vital Lacerda. Voici Pampero. Dans cette vidéo, vous trouverez un aperçu très détaillé des règles, ainsi que mon avis sur le jeu. La version que je vous présente aujourd'hui est une version prototype, relativement avancée, mais tout de même susceptible d'évoluer, notamment au niveau du matériel. Vous verrez dans le jeu, il n'y a pas encore de monnaie, et donc j'utiliserai des Iron Clays pour pallier ce manque de monnaie dans le jeu. Pampero est un jeu de Julian Pombo, illustré par Yann O'Toole et édité par Ape Games. Il est conçu pour 1 à 4 joueurs, pour des parties entre 1h30 et 2h30, et une difficulté que j'estime sur BGG à 3,8 sur 5. Dans Pampero, vous allez travailler sur la production d'énergie en Uruguay, le pays natal de l'auteur. Il se trouve que le pays est très dépendant des imports d'énergie fossile. Vous représenterez des investisseurs privés qui vont s'atteler à la construction d'un parc éolien afin d'exploiter un vent qui souffle sur les grandes plaines du pays qu'on appelle le Pampero. Le jeu se joue en un nombre variable de manches. Dans chacune des manches, chaque joueur va réaliser 3 actions, puis s'en suivra une phase d'entretien et éventuellement une phase de scoring. Après la dernière phase de scoring, le joueur qui possède le plus d'argent l'emporte. Je vous passe la partie mise en place, on va rentrer directement au début de la partie. Lors de son tour, un joueur va pouvoir réaliser une action parmi les 3 actions disponibles qui sont reprises sur votre plateau. Vous pouvez tout d'abord jouer une carte de votre main sur votre plateau. Vous avez la possibilité de reprendre l'ensemble des cartes qui ont été jouées à condition d'en avoir joué déjà au moins 2. Et enfin, vous pouvez décider de passer votre tour et simplement de récupérer une batterie depuis la réserve. On regarde tout de suite l'action de jouer une carte depuis sa main. Le joueur dont c'est le tour va choisir une de ces cartes disponibles et la placer sur son plateau joueur, sur l'emplacement disponible le plus à gauche, soit de la piste du haut, ici, soit de la piste du bas. Première chose que vous pouvez remarquer, c'est que les emplacements sont associés à des zones du plateau. Donc les zones du plateau sont les zones A, B et C. Certains emplacements, comme celui-là par exemple, vous permettront de choisir entre la zone A ou la zone B pour jouer votre carte. On va y venir tout de suite justement. Sur ces cartes, on trouve les informations suivantes. Tout d'abord, des informations qui sont liées au coût. Lorsque vous avez un dollar rouge comme celui-ci, il s'agit donc d'un coût et vous allez devoir vous acquitter du coût imprimé sur le plateau qui est associé à la zone. Lorsqu'il s'agit d'un dollar sur un fond vert comme celui-ci, vous allez récupérer de l'argent depuis la banque, toujours en fonction de la somme imprimée sur le plateau. Ensuite, cette zone, justement, elle est prise en compte uniquement lorsque la carte possède une petite icône GPS sur un fond orange, comme celui-ci, exactement comme pour les zones d'ailleurs, justement, et lorsque vous avez un symbole GPS avec une croix à l'intérieur, dans ce cas-là, ça indique simplement que cette carte ne dépend pas de la zone sur laquelle vous l'avez placée. On trouve ensuite, à côté du symbole dollar, justement, des éventuels prérequis qui sont nécessaires pour pouvoir placer cette carte. Alors vous avez des prérequis de type pylône, des prérequis de type pelleteuse, et dans les deux cas, vous voyez que vous allez pouvoir utiliser soit du matériel qui vous appartient, donc une pelleteuse ou un pylône qui vous appartient, ou alors une pelleteuse ou un pylône qui appartient à un autre joueur. Dans ce cas-là, si vous exploitez votre propre matériel, vous allez vous acquitter de la somme et la payer à la banque. En revanche, si vous exploitez le tractopelle ou le pylône d'un autre, dans ce cas-là, vous allez verser la somme indiquée sur le plateau directement à l'autre joueur. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir, d'une manière générale dans le jeu, exploiter les installations des autres joueurs, à condition bien sûr de leur verser de l'argent en contrepartie. Enfin, au centre de la carte, vous trouvez bien sûr l'action que va vous permettre de réaliser la carte. On va regarder en détail les actions des 8 cartes que vous possédez dans votre main de départ. C'est la même main pour l'ensemble des joueurs à table. Première action possible, c'est l'action de construire une éolienne. Vous possédez 2 exemplaires de cette carte dans votre main de départ.
Lorsque vous jouez cette carte, vous devez tout d'abord comme prérequis avoir un bulldozer. Alors soit votre propre bulldozer, soit le bulldozer d'un adversaire, mais dans ce cas-là, vous devrez lui donner l'argent au lieu de le donner à la banque si c'était le vôtre. Vous allez pouvoir construire une éolienne en zone A, puisque j'ai placé ma carte à cet endroit-là. Bien sûr, si je la place sur une autre zone, je pourrais construire à un autre endroit. Je vais donc m'affranchir des 8$. Je vais construire en zone A. Alors, la zone, c'est la lettre, justement, et le secteur, c'est les différents chiffres à côté des lettres. Donc ça, c'est le secteur A1, et ça, c'est la zone A. Ici, je vais pouvoir construire mon éolienne en zone A. En l'occurrence, je vais construire sur A2 en exploitant mon propre bulldozer. Je vais donc donner 8$ à la banque et je vais pouvoir placer une éolienne de ma réserve à l'emplacement où se trouvait mon bulldozer. Alors, vous remarquez que mon bulldozer était sur un emplacement mixte, c'est-à-dire que je peux construire une éolienne ou un pylône. Il y a certains emplacements qui ne sont pas mixtes. Ici, je pourrais construire que des éoliennes et ici, que des pylônes. Donc bien sûr, il faut que l'emplacement vous permette de construire une éolienne. Je place mon éolienne à cet endroit-là, et donc j'ai réalisé cette action dans le but d'obtenir de l'énergie, puisque c'est justement la construction d'éoliennes qui va vous apporter de l'énergie. Je fais progresser mon marqueur sur la piste d'énergie de 1, ici en l'occurrence, et donc j'étais à 1, je passe donc à 2 énergies sur mon plateau joueur. Ensuite, le tractopelle qui a servi à la construction de l'éolienne doit être déplacé. Donc c'est toujours le propriétaire du tractopelle qui déplace ce tractopelle sur un secteur adjacent. Alors ici, en l'occurrence, A2 est adjacent à tous les secteurs, mais si par exemple j'avais été sur A1, je n'aurais pu le déplacer que vers B1 et A2, puisque ce sont les seuls secteurs adjacents. Ici, c'est mon tractopelle, je l'amène sur A1 et je le place sur un emplacement mixte, quitte à faire. Vous avez une alternative au déplacement sur un secteur adjacent, c'est de l'amener dans une de ces deux zones. Cette partie-là vous permet de placer votre tractopelle en zone d'attente, entre guillemets, c'est-à-dire que la prochaine fois que vous aurez l'opportunité de le déplacer, vous pourrez l'emmener n'importe où, et donc ça vous permet de contourner ce critère d'adjacence, à condition bien sûr d'y passer un tour de plus. Cette zone-ci est une zone verrouillée. Une fois que vous avez placé votre bulldozer à l'intérieur, il ne bouge plus. En revanche, il vous confère immédiatement un bonus. Donc là, par exemple, si je le mets ici, j'obtiens immédiatement 2 batteries, mais je laisserai ce tractopelle jusqu'à la fin de la partie à cet endroit. Dernière chose à noter pour la construction d'éoliennes, c'est que vous voyez qu'il y a une petite icône en forme de cible ici. Ça va vous permettre de placer ce qu'on appelle un jeton bonus d'éolienne. Donc vous en avez un au départ qui vous permet de récupérer soit une énergie, soit 3$. Ici par exemple, je récupérerai 3$ depuis la banque. Et ce marqueur de bonus d'éolienne, une fois qu'il est placé, il est associé à la carte, et donc je ne pourrai m'en resservir que lorsque je récupérerai cette carte dans ma main. Dans ce cas-là, le jeton bonus d'éolienne se replacera à côté de mon plateau et je pourrai à nouveau m'en servir librement par la suite. Deuxième action que vous trouvez dans votre main de départ, c'est l'action de construire un pylône. Au même titre que construire une éolienne, construire un pylône vous demande de posséder un bulldozer, soit le vôtre, soit celui d'un adversaire. Vous avez compris maintenant, la somme ira à la banque ou à l'adversaire en fonction du tractopelle exploité. Et vous avez la possibilité, vous voyez qu'il y a une petite étoile à côté du dollar, de vous affranchir du coût en batterie, à la place de le payer en dollars. Donc, à nouveau, soit vous payez les batteries directement à la banque si c'est votre tractopelle, soit aux adversaires si c'est un tractopelle adverse. Vous voyez que le coût en batterie va augmenter en fonction de la zone dans laquelle vous allez construire le pylône. Pour construire un pylône, vous allez donc récupérer le premier pylône disponible le plus à gauche sur votre plateau joueur et le placer à la place du tractopelle que vous exploitez, toujours en respectant le critère de la case constructible. Ici, c'est une case mixte encore. Si mon tractopelle avait été à cet endroit, j'aurais pas pu construire de pylône puisque c'est un emplacement d'éolienne. Même principe que pour l'éolienne, le propriétaire du tractopelle doit le déplacer soit dans un secteur adjacent, soit sur la zone d'attente, soit sur la zone verrouillée. Ici, je vais l'emmener en zone B, par exemple, en zone B1. Et ensuite, vous voyez que la construction du pylône va m'apporter 2 jetons bonus pylône. Alors, les jetons bonus pylône, ce sont les jetons carrés qu'on trouve ici. Et vous voyez que le plateau est séparé en fonction des zones
du plateau principal. Ici, j'ai construit mon pylône en zone A, je vais donc pouvoir récupérer des bonus de la zone A. Si je l'avais construit en zone B, j'aurais pu récupérer des bonus de la zone B et ou de la zone A. Donc à chaque fois, c'est au maximum la zone où vous avez construit. Petite contrainte cependant, c'est que les deux bonus que vous allez récupérer doivent être impérativement adjacents orthogonalement l'un à l'autre. Par exemple, ici, si je récupère ce jeton ici, admettons, eh bien, je n'aurai le choix qu'entre les trois jetons ici qui se trouvent à côté. Si jamais vous récupérez par exemple ce jeton-là, vous avez tout à fait la possibilité d'exploiter cette case. Dans ce cas-là, vous récupérez pas de jeton, mais simplement vous prenez immédiatement le bonus associé. Ici, je prendrai donc par exemple ce jeton bonus-là que je viens placer sur mon plateau joueur, sur l'emplacement correspondant, plus le fait d'avancer sur une piste de revenus. Ici, en l'occurrence, je vais avancer sur cette piste-là, pourquoi pas. Alors, construire des pylônes, à quoi ça sert? Puisque construire des éoliennes, on a vu que ça rapportait de l'énergie, jusque-là c'est logique. Construire des pylônes, c'est un petit peu plus obscur. Alors, première chose, ça vous apporte des jetons bonus ou des bonus de ce plateau, justement, de bonus de construction de pylônes. Deuxième chose, c'est que ça va débloquer en grande partie votre plateau joueur, tant au niveau des pistes de revenus, que des différents types de contrats que vous allez pouvoir réaliser, que des emplacements où vous allez pouvoir stocker vos contrats. On va y venir tout de suite. Et enfin, dernière chose, c'est que ça va vous permettre justement de réaliser des contrats dans les secteurs où vous aurez placé des pylônes. C'est la prochaine action à laquelle on va s'intéresser. L'action de réaliser un contrat est effectuée par ces deux cartes-ci. Donc vous voyez qu'il y a différents types de contrats. On va s'y intéresser tout de suite. Pour réaliser l'action de remplir un contrat, vous devez toujours vous accorder à la zone, justement, où vous allez remplir ce contrat, et posséder un pylône, ou alors exploiter le pylône d'un adversaire, toujours avec ce même système de donner l'argent à l'adversaire si on exploite son pylône. Ensuite, tout va dépendre du type de contrat que vous allez réaliser. Premier type de contrat, ce sont les contrats standards. Les contrats standards, pour les réaliser, vous allez devoir tout d'abord avoir débloqué suffisamment de pylônes depuis votre plateau joueur pour réaliser les différents types de contrats. Donc vous voyez que les pylônes vont contraindre à la fois les types de contrats que vous allez pouvoir obtenir, mais également les différentes zones dans lesquelles vous allez pouvoir les réaliser. Ensuite, vous allez choisir un contrat qui se trouve sur le plateau, qui est encore disponible, pour lequel vous pouvez vous affranchir du coup en énergie. Ici, par exemple, ce contrat-là, il m'est accessible par rapport au pylône et je possède suffisamment d'énergie pour le réaliser. Je vais donc pouvoir le récupérer depuis le plateau central et venir le placer sur mon plateau joueur en commençant par un des trois emplacements avec les flèches qui se trouvent sur la gauche ici. Je vais remplacer le contrat récupéré par le transformateur qui se trouve sur la même case et placer donc le transformateur sur le plateau principal. Le contrat va être placé dans son emplacement, donc certains emplacements possèdent des bonus. Au moment où vous allez le recouvrir avec le contrat, vous obtenez immédiatement le bonus, et certains emplacements sont associés à un coût. Par exemple, si je venais maintenant placer un contrat à cet endroit-là, il me coûterait une énergie supplémentaire. Enfin, vous allez pouvoir obtenir le bonus de revenu qui est associé au contrat. Donc ici, le revenu de type habitation va progresser de 2 puisqu'il y a 2 flèches et donc je vais avancer mon marqueur de revenu de 2 cases. Alors, sur les pistes de revenus, on a dit tout à l'heure qu'elles étaient contraintes par les pylônes. Vous voyez que ici, le premier pylône va débloquer toute cette zone de revenus ici. Si mon jeton de revenu est déjà à cet endroit-là, pour le faire progresser d'une case supplémentaire, je devrais avoir débloqué le troisième pylône qui va me donner accès à ces emplacements de pistes de revenus, et ainsi de suite pour les emplacements suivants. Dernière chose sur les pistes de revenus, le premier de vos marqueurs qui atteint ces zones qui sont marquées d'une couleur un petit peu plus claire ici, vont vous permettre d'obtenir une carte spécialiste, soit une carte spécialiste de type scoring, soit une carte spécialiste de type action. Les cartes spécialistes sont à cet endroit-là, elles sont représentées par 2 rivières de 3 cartes, donc soit vous choisissez une des 6 cartes disponibles, soit vous avez la possibilité de prendre des cartes au hasard dans les pioches. Dans les deux cas, si vous récupérez une carte d'une des 2 rivières, vous complétez immédiatement avec une nouvelle carte de la pioche correspondante.
Pour ce type de contrat standard, certaines cases offrent des liens entre deux contrats qui vont vous permettre de réaliser les deux contrats d'un coup. C'est le cas par exemple ici, ici ou encore ici. Dans ce cas-là, pour réaliser les deux contrats d'un coup, il faut bien sûr que les deux soient disponibles. Il faut vous affranchir des deux coûts en énergie et il faut posséder des pylônes dans les secteurs indiqués. Vous voyez qu'ici, il y a un lien entre le secteur A1 et A2. Il vous faudra posséder des pylônes des deux côtés ou alors exploiter des pylônes adverses à condition à chaque fois de leur payer le coût indiqué par la case de votre plateau joueur. Deuxième type de contrat, ce sont les contrats qu'on appelle de type remote, qui sont représentés par cette icône. Les contrats remote fonctionnent exactement de la même façon que les contrats standards, à ceci près que leur coût est imprimé directement sur la tuile et peut éventuellement être mixte entre de l'énergie et des batteries. Les revenus que vous allez récupérer sont systématiquement des revenus de la piste associée, la piste remote, celle tout en haut de votre plateau joueur, qui fonctionne comme les autres pistes, et on peut également voir que sur certains emplacements, alors entre parfois deux contrats standards ou entre des contrats standards et des contrats de type remote, vous possédez des jetons comme ceci qui sont des jetons de bonus d'éolienne. Vous vous souvenez tout à l'heure ceux qu'on a utilisés justement lorsqu'on a fait l'action de construire une éolienne. Ces jetons sont récupérés tout simplement par le joueur qui vient réaliser le dernier contrat associé à ce bonus d'éolienne. Ici par exemple, si un joueur réalise ce contrat, le jeton de bonus d'éolienne n'est plus lié à aucun des deux contrats et dans ce cas-là, le joueur ayant construit le dernier contrat récupère ce jeton de bonus d'éolienne. Il pourra s'en servir dans un tour ultérieur. Troisième type de contrat, ce sont les contrats de type étrangers, qui sont représentés par cette petite icône avec une petite planète derrière. Les contrats étrangers sont réalisés dans les secteurs B1 et B2 respectivement pour l'Argentine et le Brésil. Lorsque vous réalisez un contrat étranger, vous allez devoir vous affranchir d'un coût non plus en énergie directement, mais en batterie, puisqu'il va falloir stocker l'énergie pour la déplacer vers le pays voisin. Vous choisissez une des trois cartes disponibles, vous réglez le coût en batterie et vous obtenez l'argent qui se trouve sur le côté droit. Donc vous avez parfois un mix entre de l'argent direct et des valeurs de pistes de revenus actuelles. Et ensuite, vous récupérez la carte que vous avez réalisée près de votre plateau. Elle pourra servir pour un éventuel scoring. Enfin, vous complétez l'emplacement qui a été vidé avec une nouvelle carte depuis la pioche de cartes de contrat étrangers. Dernier type de contrat, ce sont ce qu'on appelle les contrats solaires. Alors les contrats solaires, ils ne sont pas réalisables à partir des cartes de votre main de départ, ils seront réalisables à partir de certains bonus du plateau de bonus de pylônes, également certaines cartes spécialistes actions qui vont vous permettre de le réaliser, et en tout cas, les contrats solaires se trouvent sur la gauche du plateau. Vous devez toujours commencer par ceux qui sont à côté des flèches, puis prendre dans l'ordre. Et lorsque vous récupérez un contrat solaire, il fonctionne exactement de la même façon que les contrats standards et les contrats remote. Vous les placez sur votre plateau joueur et vous gagnez les bonus sur les pistes de revenus associées. L'action suivante est une action un petit peu de type joker, puisque vous avez trois possibilités qu'on vient de voir. Vous avez le choix entre construire une éolienne, construire un pylône ou réaliser un contrat standard, toujours avec le même système de prérequis. Alors cette fois-ci, il y a un petit peu moins de bonus apportés. Lorsque vous construisez une éolienne, vous n'avez pas la possibilité de placer un jeton bonus éolienne. Lorsque vous construisez un pylône, contrairement à la carte, vous ne pouvez pas régler le coût en batterie. Et enfin, lorsque vous faites un contrat, vous n'avez pas le choix, c'est forcément un contrat de type standard. Sinon, la carte fonctionne exactement comme les cartes de base qu'on a vues. L'action suivante, c'est l'action de faire un prêt à la banque. Lorsque vous faites un prêt, vous ne dépendez pas de la zone imprimée sur votre plateau et vous voyez que vous allez récupérer de l'argent. C'est relativement logique puisque vous faites un prêt. Donc, autant vous placer sur l'emplacement de plus forte valeur. Ici, je récupérerai 17 $, ici 10 $. Je vais bien sûr donc choisir les 17 $. Je récupère l'argent depuis la banque et en contrepartie, je vais récupérer une petite tuile comme celle-ci. Vous voyez que cette tuile, à la fin de la partie, me coûtera 30 $. Donc vous échangez de l'argent instantané contre plus d'argent que vous allez devoir rembourser bien sûr à la fin de la partie. C'est le principe d'un prêt. Vous placez ensuite la petite tuile récupérée sur un des emplacements disponibles ici au-dessus de votre plateau. Il peut être n'importe où, il n'y a pas de restriction par rapport au pylône ou quoi. Simplement, notez que vous allez pouvoir récupérer l'argent rapporté par un marqueur de revenu qui se trouve dans la même zone
que le jeton justement de prêt. Et donc là, en l'occurrence, je pourrais récupérer 4 $ puisque j'ai ce marqueur là qui est sur la case 4 $. Donc au final, au total, ça me rapporterait 17 plus 4, 21 $ pour rembourser 30 $ à la fin de la partie. C'est toujours ça de prix, c'est pas mal. Dernière action disponible depuis votre main de départ, c'est l'action de déplacer vos bulldozers. Alors, pour ça, vous voyez que la carte ne dépend pas de la zone, vous allez devoir vous affranchir du coût en dollars imprimé sur le plateau, plus une batterie supplémentaire que vous allez devoir payer à la banque. Cette action vous permet de réaliser soit un déplacement d'un de vos tractopelles jusqu'à 2 secteurs d'adjacence, donc c'est-à-dire n'importe où sur le plateau, puisqu'ils sont maximum à 2 secteurs d'écart, soit déplacer 2 de vos tractopelles de au maximum un secteur, donc vers un secteur directement adjacent. Ici par exemple, je pourrais déplacer mon tractopelle du secteur B1 vers le secteur A3 en passant par A2. Voilà. Vous avez toujours la possibilité de déplacer vos tractopelles vers une de ces deux zones, et en plus de ça, vous allez pouvoir déplacer votre pion sur la piste d'ordre du tour vers l'emplacement avec le même numéro, mais de la piste du bas. On verra à quoi ça sert au moment où on recalculera l'ordre du tour. On a maintenant vu toutes les cartes de la main de départ d'un joueur, on passe donc à la deuxième action possible pour un joueur lors de son tour, qui est de récupérer l'ensemble des cartes jouées dans sa main. Donc dans ce cas, simplement, on reprend toutes les cartes de notre plateau. Vous rappelez que les jetons de bonus d'éoliennes sont récupérés, sont replacés à côté de notre plateau, ils seront réutilisables par la suite, et donc en faisant ça, donc j'ai réalisé une action, et en plus de ça, je vais faire progresser mon marqueur sur la piste de temps d'une case. Donc en quelque sorte, en réalisant cette action-là, je vais accélérer le cours de la partie, puisque bien sûr la piste de temps, une fois que tout le monde est arrivé au bout, ce sera la fin de la partie. Dernière chose, je déplace mon jeton sur la piste d'ordre du tour vers la piste du bas. Alors bien sûr, s'il était déjà déplacé vers la piste du bas, je le laisse simplement sur son emplacement. Enfin, dernière action possible pour un joueur, c'est de passer, donc de ne rien faire de particulier, de récupérer une batterie depuis la réserve et également de déplacer son jeton sur la piste d'ordre du tour vers la piste du bas. Une fois que vous avez choisi puis réalisé l'action de votre choix, vous allez le marquer en plaçant un de ces marqueurs sur le premier chiffre disponible de cette piste d'action, et ce sera au joueur suivant en respectant l'ordre du tour. Une fois que l'ensemble des joueurs aura placé ces 3 marqueurs d'action, la manche sera terminée. À la fin de la manche, tous les joueurs vont réaliser une phase de maintenance qui est composée de 5 étapes. Première étape, c'est l'ensemble des joueurs va donc retirer tous ces jetons d'action pour préparer la manche suivante. Ensuite, chacun des joueurs va récupérer une carte depuis son plateau joueur et la remettre dans sa main. Il doit s'agir d'une carte la plus à droite, soit sur la piste du haut, soit sur la piste du bas. Ici, par exemple, je récupérerai cette carte qui me permettrait de reprendre un jeton de bonus d'éolienne. Je la remets dans ma main. Ensuite, tous les joueurs vont produire des batteries. La production de batterie est associée à 2 éléments qui se trouvent sur votre plateau joueur. Tout d'abord, vous allez pouvoir produire des batteries en fonction du nombre de pylônes que vous avez construits. Chaque pylône après le premier vous permet de produire une batterie supplémentaire. Ici, j'ai construit jusqu'à mon 2e pylône, je ne peux donc produire au maximum qu'une seule batterie. Ensuite, pour produire des batteries, vous devez bien sûr posséder l'énergie associée au nombre de batteries produites. Donc ici, je vais me référer simplement à la position de mon marqueur d'énergie et je vais aller sur la colonne en face pour savoir au maximum combien je peux produire de batteries. Donc ici, en l'occurrence, j'en produirai 0 puisque je suis sur le premier emplacement de pylône qui, lui, ne produit pas de batterie. Si j'avais été, par exemple, à 5 énergies, alors à ce moment-là, j'aurais pu produire au maximum 2 batteries, mais comme je suis contraint également par les pylônes, eh bien, j'aurais pu en construire qu'une seule puisque je n'ai pas débloqué le 3e pylône qui m'aurait permis d'en produire 2. 4e étape de cette phase de maintenance, chaque joueur va récupérer son revenu. Pour cela, il va se référer aux différentes pistes de revenus et faire la somme de l'ensemble des positions des différents marqueurs. Ici, 0, plus 1, plus 2, plus 4, ce qui me fait un total de 6 $ que j'obtiens immédiatement depuis la banque en tant que revenu. Au cours de cette même étape, et cette fois-ci vous allez devoir le réaliser dans l'ordre actuel du tour, vous allez déplacer
votre marqueur sur la piste de temps d'une case vers l'avant. Donc là ici, le joueur jaune va devoir se déplacer en premier, puis le joueur blanc, puis le joueur violet, puis le joueur bleu. Ça aura une importance justement au niveau de l'ordre du tour qui sera recalculé juste après. Dernière étape de cette phase de maintenance, c'est l'éventuel scoring qui a lieu en fonction de l'avancée des pions sur la piste de temps. Pour qu'un scoring ait lieu, il faut que l'ensemble des pions des joueurs l'ait atteint ou dépassé. Donc là ici, pour que le premier scoring ait lieu, il faudrait qu'on soit par exemple dans cette situation-là. Dans ce cas-là, il y aurait le premier scoring, puis ensuite le deuxième fonctionne de la même façon et le dernier également. Lorsqu'un scoring est atteint, on le résout comme suit. Le premier scoring va permettre à l'ensemble des joueurs de marquer des points, donc de gagner de l'argent, sur un élément. Alors, il existe une tuile de scoring de base, et ensuite, pour les parties que vous faites après, vous allez simplement récupérer une tuile de scoring au hasard parmi toutes celles qui existent. Alors ici, j'ai mis directement la configuration avancée parce que je trouve que c'est plus intéressant à jouer de cette façon-là. Donc là, ici, tous les joueurs vont marquer 3 $ par batterie qu'ils possèdent. Alors marquer, c'est-à-dire qu'ils vont simplement récupérer, puisque je rappelle que à la fin de la partie, c'est le joueur qui possède le plus d'argent qui gagne. Donc là, en l'occurrence, j'ai 2 batteries, je récupérerai 6 $ de la banque et chaque joueur fait de même. Le deuxième scoring, cette fois-ci, il s'agit d'un scoring de majorité stricte. À nouveau, il existe une tuile de base pour les premières parties que vous faites et ensuite, vous choisissez au hasard une tuile du paquet de tuiles de scoring. Ici, par exemple, il s'agirait du joueur qui possède une stricte majorité sur le nombre d'éoliennes au total sur tout le plateau. Ce joueur gagnerait 15 $. S'il y a une égalité pour la première place, dans ce cas-là, personne ne reçoit les 15 $. Enfin, le scoring de fin de partie vous permet de scorer sur les 4 critères de 2 tuiles, donc 2 critères strictement majoritaires et 2 critères qui concernent l'ensemble des joueurs. Lors de chaque phase de scoring, vous avez la possibilité de jouer des cartes de spécialistes en scoring que vous avez acquis au cours de la partie. Ces cartes de spécialistes sont des cartes one-shot, c'est-à-dire qu'une fois que vous les jouez lors d'un scoring, elles ne sont plus disponibles, elles sont défaussées, donc au maximum, si vous les gardez jusqu'à la fin de la partie, vous les jouerez lors du dernier scoring de la partie. Ensuite, si la partie n'est pas terminée, c'est-à-dire que l'ensemble des jetons n'a pas encore atteint la dernière case, alors à ce moment-là, on va préparer une nouvelle manche et pour ce faire, on va modifier l'ordre du tour pour la manche suivante. Pour modifier l'ordre du tour, on va se baser comme suit. D'abord, on va prendre tous les jetons qui se trouvent sur la piste du bas. Pour notre exemple, on va mettre le jeton violet sur la piste du bas. On va prendre les jetons dans l'ordre dans lesquels ils se trouvent sur la piste de temps. Ici, le jeton jaune est avant le jeton violet, ce qui veut dire que le jeton jaune va passer en première position et le jeton violet en deuxième position. Ensuite, on va s'occuper des jetons qui se trouvaient toujours sur la piste du haut, et même principe, on va se référer à la piste du temps pour les classer dans le bon ordre. Ici, les jetons blancs et bleus se trouvent sur la même case, et donc dans ce cas-là, simplement, on va partir du haut de la pile pour aller vers le bas. Le joueur bleu jouera avant le joueur blanc. Si en revanche la partie est terminée, c'est-à-dire que tous les joueurs sont arrivés sur la dernière case de la piste de temps, une fois qu'on a réalisé le dernier scoring, alors à ce moment-là, les joueurs vont récupérer l'argent supplémentaire des éventuels jetons de bonus qu'ils ont récupérés sur leur plateau, avec un petit dollar en rouge dans des lauriers comme ça. Chaque joueur va ensuite rembourser ses prêts à la banque, donc il doit défausser tous ses jetons de prêt et payer 30 $ à chaque fois qu'il défausse un jeton, et à ce moment-là, chaque joueur va compter l'argent qui lui reste, la joueuse ou le joueur avec le plus d'argent restant est le grand gagnant du jeu. S'il y a une égalité, eh bien c'est tranché par le nombre d'éoliennes qui a été construit sur le jeu, puisque après tout c'est quand même l'objectif du jeu, c'est de construire ce fameux parc éolien. J'en ai terminé pour les règles de Pampero. Alors vous voyez, la situation a un petit peu changé, on en est là maintenant au retour des scènes, donc j'ai un tout petit peu perdu ma voix. J'en suis désolé, j'espère que ça posera pas de problème pour le reste de la vidéo. En tout cas, on va passer maintenant à la partie avis. On va commencer par le gameplay comme d'habitude. Alors je vous le dis d'office, c'est un jeu que j'ai énormément apprécié. J'en ai fait 5 parties jusqu'à maintenant.
et elles étaient toutes excellentes, et on va essayer de regarder un petit peu plus en détail pourquoi maintenant. Donc au niveau gameplay tout d'abord, ce qu'on peut dire en premier, c'est que le jeu tourne vraiment très très bien. Il est à la fois fluide, on trouve des décisions complexes à prendre au moment où c'est notre tour de jouer, sans toutefois créer une énorme analysis-paralysis qui deviendrait ingérable. Du coup, je trouve vraiment que la profondeur est la bonne. On est à, voilà, on va dire 3,8 sur BGG, donc c'est très sympa, c'est agréable, sans être trop chargé, sans être blindé de détails. Et en même temps, on conserve quand même cette part décisionnelle vraiment très importante. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout dépend des pylônes que vous allez débloquer sur votre plateau personnel. À partir de ce moment-là, si vous avez saisi que c'était ça qui conditionnait à la fois les revenus, mais aussi les contrats et également les batteries que vous allez produire à la fin de votre tour, pendant la phase d'entretien, alors à ce moment-là, c'est tout bon. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez simple à mettre en place, mais il faut bien comprendre que tout le plateau est conditionné par ces pylônes. Dans un deuxième temps, je voulais qu'on regarde l'ordre du tour. Donc dans le jeu, l'ordre du tour est relativement important puisqu'il va y avoir des places à prendre sur le plateau, notamment sur la construction, des bonus à prendre quand on construit des pylônes, des choses à aller chercher toujours sur le plateau au niveau des bonus d'éoliennes. Donc ça, c'est quand même des choses hyper intéressante, et donc l'ordre du tour a une grosse importance. Le truc c'est ça, c'est que on commence avec un ordre du tour défini, et il n'est pas du tout compensé. On n'a pas du tout d'argent en plus, ni pour le 2, ni pour le 3, ni pour le 4e joueur, et au final, ça fonctionne très bien, parce que naturellement, l'ordre du tour va s'inverser à la fin de chaque manche. Ça veut dire que si personne ne travaille dessus, si personne n'agit, donc personne ne reprend toutes ses cartes en main, ou passe pour récupérer une batterie, ou alors utilise l'action de déplacer les tractopelles, alors à ce moment-là, l'ordre du tour va juste se retourner à toutes les manches. Et ça, c'est intéressant parce que, naturellement, ça va se compenser, et il va y avoir une importance d'aller faire une de ces actions pour justement inverser la tendance et essayer de reprendre la première place pour une manche décisive. Donc ça, c'est vraiment très chouette, c'est pas facile à comprendre au départ. J'ai eu des règles sous forme de draft, c'était du Google Doc, donc j'espère que dans les règles ce sera bien implémenté parce que c'est pas du tout instinctif la façon dont fonctionnent les deux pistes d'ordre du tour. C'était décrit de manière un peu étrange. Bon, en tout cas, j'espère que ce sera un petit peu plus clair au moment des règles définitives, mais c'est très malin, c'est très bien fait, il faut juste arriver à le comprendre, quoi. Enfin, pour terminer sur le gameplay, on peut dire que la tension du jeu est excellente à 3 ou 4 joueurs. À 2 joueurs, elle est bonne également, elle est un petit peu en dessous. J'aurais voulu que ça tienne la route sur toutes les configurations, ça aurait été exceptionnel bien sûr, mais à 2 joueurs, on ressent un tout petit peu le manque de tension, et du coup on est capable de jouer dans son coin. Et en fait, il y a un élément qui est l'argent, du coup, qui devient plus sensible à 2 joueurs, en tout cas qui vient moins évident à obtenir, parce que quand on joue à 3 ou à 4, il y a un moment donné où on se retrouve à donner de l'argent à un autre joueur parce que on a besoin d'utiliser soit ses infrastructures, soit ses tractopelles. À 2 joueurs, ça arrive beaucoup moins, même si le plateau est beaucoup plus resserré, il y a vraiment moins d'emplacement. Il y a un plateau dédié, d'ailleurs on en parlera pendant thématique illustration, mais en tout cas voilà. 3-4, c'est vraiment la config idéale. D'ailleurs, aussi bien 3 que 4. J'ai adoré les deux parties. 2 joueurs, à peine en dessous, pas grand chose, mais voilà, manque un petit peu de tension, et l'argent, c'est moyen. Enfin, au niveau du temps de jeu, on a un super bon rapport entre poids, complexité et temps de partie, puisque, alors, en dehors des règles, hein, bien sûr, les parties à 2 joueurs, on est arrivé à en finir une en 1h15, sans forcer, hein, on a pris le temps de prendre les bonnes décisions et d'avancer à notre rythme dans le jeu, et 1h30, 2h à 3 ou 4, et donc pour moi c'est vraiment un excellent rapport temps-profondeur. Dans les jeux, alors je vais faire souvent la comparaison, hein, mais dans les jeux de Vital Lacerda, en principe on est plus proche des 2-3 heures que de l'heure et demie, et donc ici je trouve qu'on arrive à avoir ce meilleur rapport. En tout cas c'est vraiment très appréciable pour un jeu de ce standing, de cette profondeur là. On passe maintenant à la partie matérielle. Alors,
Le matériel, c'est toujours un peu touchy quand il s'agit de Kickstarter, puisque c'est une version prototype, c'est bien sûr susceptible d'évoluer. Alors vous avez vu, il y a quand même des pièces en bois qui ont l'air relativement définitives, notamment au niveau du matériel joueur. Bon, on a énormément de pièces en bois, on a des plateaux joueurs double couche, on a un immense plateau central, on a des cartes en pas trop grande quantité, ça c'est plutôt bien, qui sont de bonne qualité, en tout cas dans le prototype c'était vraiment très chouette. J'espère que s'il y a une solution de rangement, ce que j'espère fortement bien sûr, puisqu'il y a quand même beaucoup de matériel, elle sera également à la hauteur, mais en tout cas, pour le moment de ce qu'on a vu des composants, on peut dire que c'est quand même de la super bonne qualité, c'est du classique, du Eagle Griffon-like, sauf que cette fois-ci c'est fait par Ape, donc je sais pas si les deux boîtes ont un rapport quelconque, j'ai pas pensé à chercher, tiens. Il aurait fallu que je regarde un petit peu en amont, mais c'est vrai que le format de boîte est strictement identique, et on a la recette Yann O'Toole Vital Lacerda, sauf qu'on a échangé Vital Lacerda contre Julian Pombo, et ça fonctionne très bien également. Deuxième point extrêmement important pour moi, vous le savez, la map est recto verso, et ça c'est super bien. Donc d'un côté on a une version 3-4 joueurs où on va fermer des emplacements pour un jeu à 3 joueurs, et de l'autre côté on a une version 2 joueurs avec une map adaptée, avec tout ce qui va bien, la piste d'ordre du tour adaptée, voilà. Tout ça c'est vraiment très très chouette, je suis toujours très content de trouver un plateau qui a été pensé à 2 joueurs plutôt qu'on nous laisse juste fermer des emplacements puis qu'on nous mette rien au dos, c'est toujours dommage quoi. Pour terminer sur le matériel, j'ai quand même une petite réserve à mettre dessus. Il s'agit des transformateurs qui sont sur votre plateau joueur au départ, qui occupent tous les emplacements où vous allez mettre des contrats, donc quand vous prenez un contrat, vous l'échangez contre un transformateur. Ils ne servent à rien. Malheureusement, ils n'ont aucune utilité, si ce n'est de donner une information plus visuelle et plus rapide, éventuellement, au moment de compter combien de contrats a fait chaque joueur, par exemple combien il y a eu de contrats en A1 pour tel ou tel joueur. Bon, c'est une information qu'on trouve relativement facilement en regardant les plateaux des différents joueurs. Les transformateurs sont pas du tout nécessaires. J'en ai parlé. Voilà, il m'a dit que c'était une chouette pièce et tout ça, mais bon, moi je suis un peu. En plus, c'est le matos qu'on a le plus dans le matériel joueur. Alors je comprends pas trop. Au final, ça va faire gonfler le prix. Et ça n'apporte pas grand chose en termes de gameplay. C'est pas que c'est moche, mais bon, on s'en fiche quoi. Je veux dire, on s'en serait passé allègrement. C'est dommage. Voilà, j'aurais préféré qu'on mette un peu plus de qualité sur d'autres éléments peut-être, mais en tout cas, voilà, ces transformateurs ne servent à rien. On arrive à thématique plus illustration. Alors, on commence par la thématique. Donc, dans Pampero, vous l'avez vu, on va exploiter du vent qui souffle sur l'Uruguay et on va transformer ça en énergie pour remplir des contrats. Ce que j'adore, c'est que tout est très très cohérent. On n'est pas dans la thématique type simulation, on est vraiment dans quelque chose d'immersif, on est plutôt dans quelque chose de très cohérent. On va construire des éoliennes qui vont nous rapporter de l'énergie, on construit ensuite des pylônes, on construit tout ça avec des tractopelles, les pylônes vont nous servir à transporter l'énergie, on va obtenir des batteries qui vont stocker l'énergie qu'on va pouvoir ensuite déplacer dans des pays voisins. Bon, globalement tout est super cohérent, enfin en tout cas c'est très terre à terre, moi c'est quelque chose qui me parle, et quand j'explique le jeu, tout de suite ça fait tilt, forcément, puisque c'est quelque chose qu'on maîtrise. Donc voilà, cette partie cohérence, pour moi, elle est assurée à 100%. Alors, ça me fait penser à une petite discussion qu'on a eue avec Dimitri Perrier pendant, justement, Essen 2022, autour de la thématique dans les jeux, et le fait qu'une thématique soit plaquée ou pas. Alors, je l'ai déjà dit dans plusieurs autres vidéos, mais pour moi, dans la thématique, il y a deux composantes. Il y a la thématique, c'est-à-dire l'immersion dans le jeu, le fait qu'on s'approche de quelque chose qui nous raconte une histoire et où on se sent vraiment intégré au jeu, à l'élément du jeu, qu'on va retrouver plutôt dans les jeux narratifs, éventuellement les dungeon crawlers, ou quelque chose qui s'approche du jeu de rôle. Et il y a une deuxième composante qui est la cohérence entre les différentes actions qu'on va réaliser. Par exemple ici, on va construire des éoliennes avec un tractopelle et ça va nous rapporter de l'énergie. Voilà, ça pour moi c'est des éléments très cohérents puisque ça se passe comme ça, en vrai.
Donc voilà, du coup, ça pour moi c'est très fort, et on discutait justement autour de ce thème de la cohérence, puisque c'est vrai que dès qu'on part dans de la fiction ou dans quelque chose qui n'est pas concret, qui n'est pas réel, pour moi ça devient tout de suite un petit peu plus lointain. J'adore les jeux dans l'espace, et pourtant je trouve qu'il y a très peu de jeux dans l'espace qui sont cohérents, sauf ceux qui traitent du thème, on va dire, exploration spatiale, comme Space Race par exemple, qui essaie justement de traiter d'événements concrets qui se sont produits autour de ça. Dès qu'on rentre dans de la fiction ou dans quelque chose qu'on imagine ou qu'on suppose, ou dans même de la série, on parlait justement, on abordait Star Wars, Star Trek, pour moi ça devient tout de suite moins cohérent, puisque on peut pas vraiment se projeter dessus. Alors, bien sûr, il y a une histoire, il y a une mythologie tout autour de ça, mais ça ne fait, en tout cas chez moi, ça ne fait pas écho à quelque chose que je connais, et donc, où je vais me dire, effectivement, j'ai la sensation de me projeter et de me dire, ah bah oui, évidemment, je vais dans le Sénat galactique de Star Wars, et donc, puisque je deviens chancelier suprême, eh bien, je vais pouvoir prendre le contrôle, et j'ai deux mecs qui sont en dessous de moi pour essayer de faire régner un petit peu l'ordre dans tout ce cirque. Voilà, moi ça m'éloigne un petit peu de tout ça, et j'apprécie énormément les thématiques très terre à terre et très, bon, ça me ressemble vachement, hein, mais voilà, des choses qui sont très proches de ce qu'on connaît. Pour moi, cet élément cohérence, il est très relié à ça. Voilà, c'était une petite parenthèse. Désolé pour le temps que ça a pris. Mais en tout cas, voilà, c'est important pour moi de bien différencier ces deux choses, expliquer pourquoi. En termes de cohérence, parfois je m'y retrouve un petit peu moins. Ensuite, on passe cette fois-ci aux illustrations. Donc là, on est dans du Yann O'Toole 110%. On connaît l'illustrateur, on connaît son travail sur les jeux de Vital Lacerda, mais pas que. Globalement, il a un travail qui est très épuré, qui est très proche, encore une fois, justement, de la thématique qui a été choisie dans le jeu. Et on aime ou on n'aime pas, hein, il y en a qui trouveront ça nettement trop épuré. J'ai entendu des commentaires sur la map, comme quoi justement c'était trop monochrome, c'est vrai que c'est des grands aplats de couleurs. Bon, moi ça me déplaît pas du tout, et justement je trouve ça extrêmement lisible, et donc je préfère de la lisibilité à de la surcharge, comme on peut trouver par exemple dans Bitoku, qui est... Bah, voilà, c'est un choix artistique, et ben moi j'irais plutôt vers quelque chose de plus lisible comme ça. Et donc ça rejoint également la partie iconographie, puisque encore une fois c'est du Yann O'Toole tout craché, c'est à tomber. Moi je suis très admiratif du travail qui est fait sur l'iconographie d'une manière générale, hein, pas que dans Pampero, mais les artistes qui arrivent à transmettre des actions, des idées complexes à travers une iconographie, ça me fascine, parce que j'en suis pas capable moi-même, et je trouve ça vraiment impressionnant, parce que sur ces toutes petites cartes joueurs, on arrive à trouver une quantité d'informations où, une fois qu'on a expliqué la règle, on est capable de retrouver l'information, et ce que ça signifie tout de suite. Ça pour moi c'est très impressionnant, et donc ici c'est encore une fois un grand succès pour Yann O'Toole. Je sais pas à quel point Kroulian ou même Ape Games ont participé sur les travaux de l'iconographie, mais je sais que Yann O'Toole est très bon dans ce domaine-là, donc voilà, bravo. On arrive sur le point le plus fascinant du jeu. Alors bien sûr, jusque-là c'était déjà incroyable, mais là on arrive pour moi sur le summum. On va parler de l'interaction. L'interaction dans le jeu, c'est exactement ce que moi j'attends de l'interaction dans un jeu de ce type-là. C'est-à-dire que on est capable d'aller utiliser le matériel des autres en leur donnant justement de l'argent qui correspond à des points de victoire. Donc on a cette forme de dilemme, et pour moi c'est la meilleure interaction qu'on peut trouver dans, je vais dire, dans un Eurogame. Alors, encore une fois, on a discuté également de l'Eurogame, qu'est-ce que c'est qu'un Eurogame, avec Dimitri. Et je lui disais en plaisantant que je voulais faire un journal justement sur ce qu'était l'Eurogame, en me plaçant en tant qu'observateur quand il décrit cette chose, justement parce qu'il en parle vraiment avec passion, et c'est toujours très intéressant de l'écouter. Et c'est vrai que on dirait qu'il y a une sorte de fermeture très 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 forte, en tout cas pas une fermeture, mais plutôt un
oui, un cadre très précis de qu'est-ce que doivent être les interactions dans un Eurogame. Alors, j'ai pas suffisamment d'expérience pour pouvoir dire c'est le cas, c'est pas le cas. Je sais pas exactement d'où ça vient. Pour moi, c'est purement de l'expérience avec les différents jeux qui sont sortis jusque-là. Je suis très intéressé par le sujet et je pense que cette définition de l'Eurogame, elle évolue et elle prend à chaque fois un petit peu plus des différents auteurs qui font part de leurs travaux et qui produisent ce type de jeu, parce que là, pour moi, on est quand même clairement dans un Eurogame, on n'est pas dans de l'améritrage, puisque on n'a pas du tout cette part de chaos et cette part très forte d'immersion et d'histoire. Donc, on est dans on pourrait dire, allez, un dérivé de l'Eurogame du coup, mais on reste dans cette branche-là, et j'aimerais justement arriver à bien comprendre les tenants et les aboutissants avec différents exemples et des choses qui définissent un petit peu qu'est-ce que c'est, comment doit être l'interaction, comment est-ce que la symétrie en fait partie ou pas, à quel point on peut aller dans les combats et l'affrontement direct ou non, enfin voilà, bon, tout ça c'est des choses qui me fascinent, encore une fois, désolé, je fais beaucoup de parenthèses ici, mais en tout cas, ici, on est dans exactement ce que j'adore, vraiment, ce type d'interaction, c'est fait pour moi, clairement. Pour détailler un petit peu ce que je trouve excellent également au niveau de l'interaction, pas que l'utilisation du matériel des adversaires, c'est le fait d'avoir, on a une petite course sur les cartes spécialistes, autant sur celles de scoring que sur les cartes d'action qu'on va pouvoir récupérer. Donc c'est au moment où on avance notamment au moment où on avance notre petit pion de revenus jusqu'au premier palier. En fait, pour moi, ça va être une forme de course un petit peu, parce que ces cartes-là, elles sont en exemplaire unique, et donc on va, en fonction des objectifs qui ont été définis pour la partie, se dire « Ah ouais, punaise, celle-ci, par rapport à ce truc-là que je vais scorer dans 2 tours, c'est ultra fort, il me la faut absolument, il faut que je la récupère en premier. » Donc on a un petit peu ce système de course, et là, voilà, là on rentre directement dans des interactions très sympas. En tout cas pour moi, je trouve que c'est exactement ce que je souhaite, quoi. Voilà. On a également une map qui semble très grande, le plateau est immense, mais par contre, en fait, la map est relativement réduite. Il n'y a pas d'emplacement à outrance, alors en zone C, il y en a plus que dans les autres emplacements, mais notamment dans les 2 zones B, on peut faire des contrats avec d'un côté le Brésil, de l'autre côté l'Argentine. En fait, le nombre d'emplacements est très restreint. On peut vite se trouver dans une situation où il y a un joueur qui va monopoliser justement une de ces 2 régions, et s'il y a un objectif qui y est lié, il va quand même falloir le contrer, ou sinon ça va piquer assez fort, quoi. Donc voilà, ce type d'interaction, c'est du génie, et c'est extrêmement bien implémenté dans le jeu, c'est superbe, ça contribue à la tension générale, donc voilà, ça se regarde à fond autour de la table. Moi, c'est tout ce que je demande. On termine par la rejouabilité. Encore une fois, on est sur du prototype, j'ai pas encore tout le matériel, et il y aura probablement du stretch goal pendant la campagne, ce genre de truc, donc voilà. En tout cas, en l'état, on a un système de jeu qui est déjà très riche du fait de l'interaction entre les joueurs, mais également on trouve de la variabilité, notamment sur les tuiles de scoring, puisque elles vont énormément orienter votre partie. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui va sortir, vous allez jouer les actions vraiment d'une manière très différente. Et ça, c'est déjà très chouette, il y en a pas mal de ces tuiles de scoring, déjà en tout cas en version prototype, je pense que ce sera maintenu dans la version définitive. Alors ça m'amène sur un autre point qui correspond en fait aux axes de jeu. Je sais pas s'il y a énormément d'axes en réalité, je sais même pas si on peut parler d'axes de jeu dans ce Pampero. En fait, on va toujours réaliser un petit peu les mêmes actions, c'est-à-dire que notre objectif, c'est de produire de l'énergie. Il n'y a pas 36 solutions pour y arriver, il faut des éoliennes, puis des pylônes, et donc on va toujours un petit peu répéter ce même schéma. Ce qui va différencier, c'est comment est-ce qu'on va agencer notre plateau joueur, à quel endroit on va construire, dans quelle temporalité. Voilà, tout ça, ça va bouger un petit peu, mais au final, au niveau des axes de jeu, on peut pas vraiment se diversifier et dire je vais essayer de jouer que sur les contrats solaires, ou que sur les contrats remote, ou... Il y a bien sûr des éléments que vous pouvez faire varier, vous pouvez vous dire que vous allez maximiser une piste de revenus, par exemple, pour voir si c'est plus efficient que de faire avancer un petit peu tout le monde. Vous pourriez jouer avec 1, voire 2, voire 3 prêts, je sais pas, j'ai jamais essayé, pourquoi pas, mais
pour moi, ça correspond pas vraiment à des axes de jeu. À mon sens, il y a un seul axe qui va être décortiqué d'une manière différente à chaque partie. Donc il y en a peut-être à qui ça plaira pas, qui aiment bien pouvoir essayer plein de choses différentes. Là ici, c'est quand même relativement tout droit. C'est juste que à chaque partie, ça va être relancé, ça va être différent grâce à l'interaction et grâce à ces tuiles de scoring qui vont orienter notre partie. Enfin, pour terminer, la partie Kickstarter devrait, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, apporter normalement la variabilité matérielle qui est attendue, donc avec certainement du stretch goal. On m'a glissé dans l'oreille qu'il y aurait certainement une extension en même temps que cette première campagne, et qu'il y en avait peut-être d'autres de prévues, tout ça. Bon. Enfin bref, vous connaissez la chanson Kickstarter, de toute façon c'est toujours le même principe, mais simplement il y aura la variabilité matérielle pour ceux qui l'attendent, ça c'est certain. Simplement, déjà dans le jeu de base, je trouve que la rejouabilité est excellente. J'en referai des parties avec plaisir, et je vais d'ailleurs refaire des parties ce week-end avec grand plaisir, et voilà. Et j'espère que vous en ferez de même. Voilà, pour résumer, c'est un excellent jeu, bien sûr. Je me suis régalé à chacune de mes parties, un tout petit peu moins à 2 joueurs, mais ça reste quand même du très très gros niveau. La campagne Kickstarter est prévue pour la fin du mois d'octobre 2022, normalement. Le lien de la campagne sera bien sûr dans la description de la vidéo. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques. Salut!